C'est une révolution invraisemblable. Quand on croit que la révolution numérique, c'est seulement le fait d'avoir un ordinateur chez soi ou même simplement d'être branché sur Internet, ça c'est le tout petit bout de la lorgnette. La vraie signification de cette révolution, c'est que la totalité des activités humaines vont se transformer. L'information, la médecine, l'édition, le commerce, toutes les activités humaines sont en train de se déplacer. Rodolphe est un jeune chef d'entreprise. Il appartient à la génération Internet, celle qui est née avec les nouvelles technologies. Il vit déjà dans le futur, un futur qui sera notre quotidien de demain. Rodolphe dispose d'un téléphone équipé de puces électroniques. Plus besoin de portefeuille, ni de carte bancaire ou autre carte vitale. Elles sont déjà intégrées dans l'appareil. Pourquoi acheter les journaux quand on peut les lire et regarder les chaînes d'information sur son portable? Le mobile de Rodolphe est expérimental. Mais nous serons tous équipés du téléphone à tout faire avant 2010. Plus besoin de clés, ni de passe. Il peut aussi recevoir des images, des musiques, des emails, servir de GPS. C'est une sorte de couteau suisse de la communication. Chez lui, Rodolphe télécharge les programmes de télévision qu'il regardera plus tard sur l'écran de son téléphone quand il aura le temps, en attendant le bus ou dans le métro. Comme le font déjà des millions de Coréens et de Japonais qui transportent leur télévision dans leur poche. Dans les années à venir, le téléphone nous accompagnera partout et tout le temps. Il est devenu presque indispensable. Il sera bientôt le seul objet qui force à revenir sur ses pas quand on l'oublie quelque part. Ce qui se passe au Japon et en Corée va bien au-delà de ce que nous appelons Internet aujourd'hui. La télévision sur le portable était un succès au Japon et en Corée. Aujourd'hui, des dizaines de millions de gens regardent la télévision sur leur téléphone, non seulement dans les transports en commun, mais même chez eux. Mais la vraie mutation qui va venir, c'est quand les objets communiqueront entre eux par Internet et quand nous communiquerons avec les objets, qu'on communiquera avec sa maison, son frigidaire, les objets qu'on achète dans les grands magasins, les outils de la santé, tout ça qui font que Internet, qui est aujourd'hui un simple ou un téléphone amélioré ou une télévision portative, va devenir beaucoup plus influent dans la vie privée et publique. Rodolphe vient de créer sa petite entreprise de services informatiques. Pas besoin de locaux. Partout où il est, son bureau l'accompagne. Oui, Clément, je t'écoute. Il faudrait que tu essayes d'envoyer les dossiers parce que la concurrence propose 4% de moins. Ok. Bon bah écoute, tu m'envoies les éléments sur l'ordinateur, je regarde ça tout de suite, tu restes en ligne. Hein. Rodolphe fait partie des 20% de Français qui sont déjà des hypermobiles. Un simple clic, et il peut joindre n'importe lequel de ses clients, en France ou partout dans le monde. Cette vague déferlante technologique, véritable tsunami aux conséquences encore imprévisibles, va bouleverser la vie quotidienne des Français. Y sont-ils préparés? Quelques 20 millions n'ont jamais touché un ordinateur, ni au travail, ni à l'école, ni à la maison. Vont-ils être les laissés-pour-compte du XXIe siècle? L'irruption d'Internet, c'est un peu comme s'il y avait surgi un 6e continent. À l'école, on pensait qu'il y avait 5 continents. Eh ben non, il y en a 6. Et ce 6e continent, qui est le cyberespace, le cybermonde, le net, la toile, tout ce que vous voulez, c'est un continent qui est assez étrange parce qu'il est partout et nulle part. Il grandit sans cesse, tous les jours. Tous les jours s'ajoutent des centaines de milliers de villes, pourrait-on dire, qui sont des sites Internet. Toutes les activités humaines quittent le vrai monde, si j'ose dire, les 5 continents classiques, pour aller s'installer sur ce continent virtuel. Et ça, en effet, ça ressemble à une transmutation, à une transhumance. C'est comme si toutes nos activités humaines partaient dans des chariots bâchés, mais des chariots ou des vaisseaux spatiaux, pour aller s'installer vers un nouvel espace assez étrange que personne ne sait encore définir. Le monde devient un village accessible à tous ceux qui sont équipés d'un ordinateur et d'une connexion à Internet. Soit un Français sur 2. Pour eux, les distances ne comptent plus. Depuis nos petits villages isolés du Lot,
Ils peuvent dialoguer par email ou par message instantané avec un ami chinois ou africain, sans débourser un sou, et quelle que soit l'heure. Pour ceux qui n'ont jamais côtoyé l'informatique, c'est une autre histoire. Derrière les murs de ces hameaux isolés, certains vivent encore au rythme du bon vieux temps. Enfin, celui du XXe siècle où la télévision était l'unique moyen de rompre l'isolement. La tendance au temps lourd et orageux va s'accentuer. Toujours pas de pluie. Elle est mignonne, hein, Léo. Elle ne sait pas trop bien ce qu'elle raconte, mais elle est mignonne. Aujourd'hui, au Café des Nacs, on est loin d'être tous connectés. Et si les sujets de discussion restent encore la météo, l'élevage, la pêche, la chasse, Internet entre dans leur vie quotidienne. Et les avis sont partagés. C'est trop moderne, peut-être. Trop moderne pour nous. Trop moderne pour nous, la tournée au Père Noël l'année prochaine. Trop moderne, il faut savoir déjà les manipuler. Parce que nous ne savons pas, hein, certains, et beaucoup. C'est sûr, moi je trouve que c'est pas bien. Je m'en sers pas. Maintenant, je suis retraité. Et j'ai le maire qui s'en occupe pour moi de ce que j'ai à faire. Alors un jour, c'est pas grave. Le seul problème que nous avons sur la commune, c'est parfois Internet. Parce que c'est vrai qu'Internet, Centrebourg, le reçoit sans problème, parce que nous sommes alimentés par l'AIM. Mais par contre, on a des hameaux qui sont complètement isolés. Et aujourd'hui, on peut plus se passer d'Internet. Internet nous apporte la clientèle européenne. Et la clientèle européenne à ENAC, c'est formidable. Je pense qu'à l'avenir, on est obligé de passer par là, par Internet, ça c'est sûr. Notre rôle à nous, c'est d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, madame, la commune rurale qui manque de train, ben, écoutez-moi, c'est sa mort. Et oui, c'est peut-être à la campagne que les modes de vie vont être le plus profondément changés par les nouvelles technologies. Pour faire connaître et commercialiser les produits de la ferme, il y a les intermédiaires, ou les sympathiques petits marchés locaux. Bien, même en 92 là. Les marchés et la vente en coopérative, les Claveaux connaissent bien. Mais la vente directe sur Internet leur a permis d'améliorer leurs revenus. C'est à cette condition que leur exploitation reste bénéficiaire. Ils sont aujourd'hui des agriculteurs hyper connectés. On avait le choix de faire comme ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire attendre que le bouche à oreille marche et que les gens viennent. Et donc là, il peut se passer plusieurs années, voire dizaines d'années. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est tout de suite se servir justement de l'outil Internet pour développer toute cette partie commerciale, donc par la création d'un site Internet. On avait le projet de créer le magasin de vente en ligne depuis longtemps. Donc le fait effectivement d'avoir la DSL nous a poussé d'autant plus à créer le magasin de vente en ligne. Notre exploitation est en vitrine en fait sur l'ensemble du monde, en fait sur le monde entier. Et bon, on s'en est peut-être pas forcément rendu compte au départ, mais petit à petit ça arrive assez fréquemment dans l'année. On reçoit des messages de sympathie de personnes étrangères qui ont eu connaissance de notre activité et de surtout notre existence par le biais du site Internet. Les technologies modernes, quand ça marche, c'est un progrès fantastique. Quand ça ne marche pas ou mal, c'est beaucoup de temps et d'énervement pour un maigre résultat. En France, le raccordement à Internet est très inégalement réparti, comme autrefois le téléphone. Dans la région, sur les 15 communes, par exemple, qui composent la communauté de communes, il y a 5 communes qui sont dans le même cas que la mienne, c'est-à-dire qui sont couvertes à moins de 80%. C'est bien sûr pénalisant non seulement pour les administrés, mais aussi pour la commune, puisque maintenant on est à une époque où le télétravail se développe beaucoup et ça freine le développement des petites communes comme la mienne. Je peux vous dire qu'à Lozes, un habitant est parti parce qu'il n'avait pas le haut débit. Il est parti s'installer ailleurs, dans une commune qui l'avait, commune de Sept-Fonds en l'occurrence. Donc j'ai perdu effectivement une famille et une possibilité d'emploi local parce que je n'avais pas le haut débit. Cette inégalité est une nouvelle forme de fracture sociale, la fracture numérique. Elle touche un Français sur 2. L'Internet est un défi majeur pour le développement de l'Hexagone et un défi pour les gouvernements. Bertrand Gouraud, producteur de fromage de chèvre, est aussi un grand voyageur.
Il s'est battu pour que l'Internet à haut débit arrive enfin chez lui. Depuis, pour lui, le monde est sans frontières. J'ai beaucoup d'amis qui sont ou qui ont été à l'étranger. C'est ce qui a motivé en 98 mon adhésion rapide à Internet. Donc c'était un moyen à l'époque économique de correspondre, hein, beaucoup moins onéreux que le fax ou le téléphone. Je me connecte sur les sites des différents fournisseurs pour le même produit, je compare. Et à la fin, en général, ça se termine par un coup de fil pour faire l'affaire ou pas faire l'affaire. Voilà. Bertrand a tout de suite compris qu'une bonne utilisation d'Internet peut faire baisser les coûts de revient de son exploitation. Je me souviens, dans les années 98-99, on était très peu de connectés, et puis les gens ne voyaient pas la nécessité de se connecter. Là, je pense qu'aujourd'hui, la mayonnaise a pris, et je pense que l'Internet, c'est incontournable. Quoi. Allez, à table. Hop, à la soupe. Pour contacter un vétérinaire, déjà il y a 10 ans, ce n'était pas chose facile. Le répondeur était souvent le seul interlocuteur. Le cabinet vétérinaire est fermé. Monsieur Moufle est absent. Je vois bien qu'il est absent. Hein, c'est pas la peine de... Un message. Bip sonore. Le téléphone reste toujours le mode de consultation le plus fréquent quand il n'y a pas d'urgence. Allô, oui, docteur Delangue ? Oui, j'ai un problème sur une chèvre, là. Mais dans peu de temps, le vétérinaire pourra intervenir à distance et dialoguer avec Bertrand en examinant l'animal grâce à la visiophonie par Internet. Entre tradition et modernisme, quoi. On peut, je pense, allier les deux. Tout change, mais rien ne change. Il faut toujours compter sur les bonnes vieilles camionnettes de la Poste pour acheminer les commandes passées par Internet. 1 million de colis par jour, dont 500 000 colissimo. Paradoxe. La petite voiture jaune apporte aux enfants Claveau la version la plus récente d'un jeu basé sur un monde virtuel, où les distances et le temps n'existent plus. Les gars, c'était que Hyper connectés pour leur entreprise, les Claveau le sont aussi pour la famille. 5 ordinateurs pour 5 personnes. Ce qui est vrai dans l'agriculture est vrai dans toutes les formes de commerce. Une famille qui s'approvisionne sur Internet a un accès immédiat et illimité à toutes les offres et promotions commerciales. 30% d'économie par rapport à une famille qui achète en magasin. Mais ce n'est pas encore possible pour tout le monde. Perdu à la campagne, les livraisons ne se font pas. Mais c'est bien dommage. Je serais certainement une des premières à m'y mettre si ça existait. Que de temps de gagner et d'économie d'argent aussi, finalement. Parce que dans ces cas-là, on se contenterait de sa liste de courses et on ne serait pas peut-être tenté par plus de choses. Pour acheter un habit du dimanche à la campagne il y a 10 ans, on commençait par rêver sur les catalogues. On commandait par téléphone et on attendait le facteur qui amènerait l'objet si ardemment désiré. 2 mois de délai en moyenne. Service des commandes par téléphone, bonjour. Je vous écoute. Bonjour, c'est pour avoir la veste jaune. La référence, monsieur, s'il vous plaît? Et la neuve, hein. La neuve, là. 10 ans plus tard, le catalogue existe toujours. Mais pour les 13 millions de Français qui se sont lancés au moins une fois dans un achat sur Internet, les entreprises de vente par correspondance ont dû s'adapter à ce nouveau monde, à sa rapidité, à son immédiateté, à sa réactivité. Elles ont créé de nouveaux métiers consacrés au web. On rêve toujours, mais en animation, et bientôt en 3 dimensions. Pour séduire le chaland, les offres sont constamment renouvelées et toujours plus attractives. En utilisant le style de zoom qu'on a maintenant, que la technologie nous permet d'avoir maintenant, on peut vraiment rentrer dans les détails de la dentelle et s'approcher du cœur, du tissu et de sa texture, pratiquement comme si on le touchait. Ça donne une sensation qui est très proche du toucher. Vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce qui donne dans d'autres coloris et vous tapez sur la fiche produit, et dans ces cas-là, si le pyjama existe en bleu, en jaune et en rouge, vous allez cliquer sur les différentes couleurs, et il va apparaître en bleu, en jaune et en rouge.
vous pouvez passer par notre mannequin virtuel. Vous rentrez votre morphologie, votre taille, votre tour de cou, votre tour de poitrine, votre tour de hanche. Et à partir de là, eh bien, vous allez voir comment le produit va bouger sur une morphologie correspondant à la vôtre. Quand dans 2 ou 3 ans, nous pourrons voir les objets en 3 dimensions, les faire tourner, les retourner, les regarder, faire exactement comme quand on est dans un magasin, et je parle de n'importe quel objet, aussi bien une voiture qu'un bijou, ou qu'un appareil photo, ou qu'une montre. Quand on aura cet accès en 3 dimensions aux objets, et quand on aura complètement sécurisé la question des paiements, moi je prévois une explosion des ventes sur Internet, pour des raisons assez simples. C'est que le choix sur Internet est illimité. Les cyberconsommateurs échangent des opinions, des expériences avec d'autres acheteurs via Internet. Par ce biais, les clientes influencent les choix des stylistes, des commerciaux et des marques. La démocratie participative est à la mode dans la mode. Le client roi devient le maître du jeu. Vous avez plein de possibilités d'échange. On parle beaucoup des blogs actuellement où les clients peuvent échanger sur les dernières tendances et il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer entre les clients eux-mêmes et qui renforce la crédibilité également que le client va avoir vis-à-vis de la marque et vis-à-vis d'Internet. Cette possibilité de pouvoir s'exprimer librement sur un produit, sur une marque, sans être censuré, eh bien, donne cette impression de liberté. Il faut que les marques évoluent dans leur méthode d'approche avec les clients et acceptent et au contraire s'enrichissent de ces informations qu'elles vont pouvoir recueillir. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup du vernis et c'est vrai que par exemple là ici il y a une chaussure vernis et c'est vrai que derrière nous on rebondit et vraiment on vient faire une proposition autour de tout ce qui peut véhiculer en termes de messages sur le web. Tu veux les deux dessins dans le même sens? Ouais, enfin, peu importe qu'il soit. Ce qui a réellement changé dans notre métier, c'est pas la façon de le faire, c'est la réactivité avec laquelle on l'a fait. C'est-à-dire qu'avant on avait 2 collections par an, aujourd'hui on a autant de collections qu'il n'y a 2 mois. C'est vraiment ça qui a changé. Et c'est aussi le fait que tout s'est réduit en termes de timing. La mode, c'est pas la mode dans 1 an, la mode dans 6 mois. C'est la mode tous les jours. Et comment coller le plus à l'actualité du moment pour répondre au mieux à toutes les femmes qu'on habille tous les jours. En production, le fond sera ivoire, comme ça. Avant, il avait 203 camionnettes. Il n'a pas connu, quoi. Pour s'habiller, pour recevoir la veste jaune quand on habite un lieu isolé, c'est de plus en plus facile. Et pour se soigner, pour avoir accès aux meilleurs soins médicaux, doit-on obligatoirement quitter son lieu de vie? À Toulouse, le professeur Laringue a voulu prouver que non. En profitant des progrès technologiques, il a créé l'Institut européen de télémédecine. Avec son équipe, il met quotidiennement en relation des personnes qui n'auraient jamais pu l'être autrefois. Les grands professeurs de médecine et les médecins de campagne. Nous allons pratiquement assister à une consultation vraie, bien qu'elle soit à distance. Le chirurgien qui va être en contact avec la petite malade, en réalité, mais à distance, et avec le docteur Rouffet, qui est médecin à la Cône, va permettre une consultation qui éclairera le cas médical de cette malade pour savoir si oui ou non il faut la transférer au CHU de Toulouse du moment qu'elle a épuisé tout le potentiel médical du bassin où elle vit. Voilà, on peut voir la suite des images. Il n'y a pas un urétère dilaté, il n'y a pas de dilatation des urétères. Non. D'accord. La suivante. Ce qui est curieux, c'est le fait que ça récidive à ce point quand même. On passe du dossier personnel, vous savez, du médecin traitant, qui est le confident du malade, à un dossier médicalement partagé. C'est la télémédecine, au fond, qui a donné le coup de poignard le plus important au système d'information dans le milieu médical. La malade était ravie, bien sûr, hors caméra. Elle m'a dit, mais c'est extraordinaire ce système-là. J'ai vu le patron comme si j'étais à Toulouse, mais je n'étais pas à Toulouse, et c'est toute la différence. Elle a perdu, entre guillemets, 2 mètres. Il faut savoir qu'elle aurait
patients, c'est une économie importante. Parce qu'effectivement, surtout quand ils viennent de loin, il y a le trajet à payer, avec éventuellement pour certains des pertes de salaire, puisqu'il y a des employeurs qui ne laissent pas de temps libre à leurs employés pour aller à l'hôpital, ou amener les enfants à l'hôpital. C'est l'hôpital sans les murs. Donc moi je ferai ça, pas d'autres investigations pour l'instant, les petits moyens habituels, éventuellement si ça dure, le traitement au long cours et à ce moment-là par la furadéine, et puis ça pendant par exemple 3 mois, et on voit ce qui se passe après. Merci, et s'il y a quoi que ce soit, vous me recontactez. Hein? Voilà. Merci. Au revoir. On va avoir une gigantesque prolétarisation de la médecine avec la concentration sur certains professeurs spécifiques qui pourront d'ailleurs exercer leur métier à distance et qui, de ce point de vue, vont pouvoir aussi former le médecin de campagne en l'aidant à mieux comprendre son activité. Donc tout compte fait, ça va entraîner certainement une amélioration de la qualité des soins, parce que de plus en plus de médecins à l'échelle mondiale auront accès à la compétence générale. Si depuis Toulouse, et grâce à la télémédecine par Internet, un professeur peut donner une consultation dans un village isolé du Lot, il peut le faire aussi dans n'importe quelle ville du monde. À Casablanca, par exemple. Le Maroc acceptera facilement de se prêter à ce petit pinceau complémentaire. Le professeur Laringue et le CHU de Toulouse aident à la formation des médecins du Maghreb avec des conférences à distance. Pour eux, c'est aussi important d'aider à résoudre les problèmes de santé spécifiques des pays moins favorisés que d'être informés de ce qui se fait de plus avancé dans les centres de recherche américains. Nous sommes fiers, honorés et comblés d'être en relation particulièrement avec l'Institut européen de télémédecine et avec vous-même à Toulouse. On a dans nos services d'hépatogastro-entérologie dans l'interrégion du Grand Sud-Ouest, donc de nombreux étudiants marocains qui viennent faire des stages. Et je crois que c'est très important de pouvoir tisser des liens forts où le savoir-faire des médecins marocains peut être important ou à l'inverse, le savoir-faire des médecins français important. L'information circule de plus en plus rapidement à l'échelle mondiale. C'est ensuite les moyens financiers qui font la différence. Si la médecine de haut niveau devient accessible au monde entier, les mêmes technologies favorisent le développement d'une médecine parallèle, où le sérieux côtoie le charlatanisme. Des centaines de sites informatiques, plus ou moins fiables, proposent un dictionnaire médical illimité, où sont répertoriées les maladies les plus diverses. 1/3 des Français les consultent régulièrement. Ils y trouvent de quoi se rassurer ou s'angoisser. Et toutes sortes de médicaments en vente libre. Qui n'a pas reçu sur sa messagerie Internet des publicités pour des médicaments non contrôlés, qui vont des vitamines aux amphétamines, en passant par le Viagra et autres pilules amincissantes. Nous avons un marché généralisé où il n'y a plus de contrôle d'aucune sorte parce qu'il n'y a pas d'État mondial pour le respecter. On voit les génériques apparaître, on voit des médicaments de toutes sortes circuler, on voit une incapacité de se distinguer entre les médicaments, les génériques, les faux, les simulacres, et même le diplôme de médecin. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être médecin quand il est possible à n'importe qui de se décréter guérisseur? S'auto-soigner, acheter sur Internet des faux médicaments, consulter à distance sans l'expertise d'un vrai médecin, n'est-ce pas dangereux? C'est très dangereux. Et c'est très dangereux. Et ça peut entraîner quelque chose qui peut être à la fois prometteur et dangereux. C'est ce qu'on appelle l'automédication. Quand on discute avec les médecins, ils sont confrontés à un problème un peu nouveau. C'est que si vous avez une maladie, n'importe laquelle, en tant que patient, une demi-heure sur Internet, vous en savez plus que votre médecin, y compris que votre spécialiste. Si vous tapez, je sais pas moi, tapez n'importe quoi, sclérose en plaques, vous avez des milliers de sites qui vous diront tout sur la sclérose en plaques. Vous tapez sclérose en plaques symptômes, ou bien vous tapez le nom d'un médicament effet secondaire, et en quelques secondes, vous en saurez plus que votre médecin, même si c'est un très grand médecin. En même temps, les médecins vous disent qu'il y a un plus psychologique formidable, c'est que les malades atteints d'une même maladie dialoguent entre eux, communiquent entre eux. Si vous avez par exemple un cancer, un cancer particulier, si vous saviez le nombre de sites qui existent sur Internet où les gens discutent entre eux à travers le monde.
ils peuvent se retrouver 2000, vous voyez ce que je veux dire, dans un site, et ils parlent de leur expérience, de leur cancer, du traitement, de machin. Il y a un échange qui est formidable. C'est un moyen, évidemment, de rompre l'isolement, etc. Donc, vous voyez, je crois qu'on peut prendre le problème par tous les bouts. On s'aperçoit qu'il y a une face sombre et une face claire. Comme toujours, comme toujours. Rompre l'isolement et la solitude, c'est le grand problème de la société moderne. À la campagne, il reste encore les fêtes, les petits bals, les cafés, lieux privilégiés des rencontres amoureuses et amicales. Bon, alors on joue, sinon moi je rentre chez moi. Ah, mais t'énerve pas, oh. Dans les grandes villes, c'est l'univers de la foule solitaire. Un tiers des gens sont célibataires. Pour se faire des amis, on se tourne de plus en plus vers Internet. Email, blog, texto. Ça va? Et alors demain, tu peux venir ou pas? On peut même se voir en se parlant et c'est gratuit, quelle que soit la durée de la conversation. On se voit demain par Internet? On se voit demain? Ouais. Bah demain, mon amour. À demain. À demain. On va voir apparaître à la fois un extrême individualisme, mais en même temps la prise de conscience qu'on est dans un village. Alors dans les villages, on voit tout. On voit les gens qui s'enferment dans leur maison tout seuls et qui veulent rien dire aux voisins. Et puis on voit aussi le fait que plus le village est solidaire, plus le village est transparent, moins il y a de pauvreté parce que chacun aide l'autre. La planète, ça sera ça. Ça sera ou une juxtaposition de maisons dont les volets sont clos en permanence dans le petit bourg, parce que personne ne veut rien dire à rien personne, ou au contraire, un village ouvert à tout le monde où il n'y a pas de pauvres parce que personne ne laisse qui que ce soit au bord de la route et n'accepte de pauvres dans le village, en faisant en sorte de les aider. L'internaute a des amis au Japon ou en Argentine, rencontrés sur le net. Mais bien souvent, il ne connaît pas son voisin de palier. Des sites communautaires mettent en contact des gens d'un même quartier, d'une même rue, voire d'un même immeuble. Ceux qui s'inscrivent à des sites associatifs comme Peuplade ou Convivial proposent à leurs voisins d'organiser des vides-greniers, des pique-niques, des sorties collectives, des trocs d'habits, des repas de quartier, des covoiturages. Toutes les initiatives ne sont pas couronnées de succès. Alors, beaucoup d'échanges de services gratuits s'organisent selon ce système. Et aussi des rencontres sentimentales, qui, elles, en revanche, sont payantes. Ce sont presque toujours les hommes qui payent la cotisation. I want you, big good boy. Oh, I want you too. Take off your clothes. I want to see you. I want to see you too. Please, touch me like this. Oh yes. Please. I'm coming. Mais souvent, on n'a que l'écran comme interlocuteur. I want to feel you. Okay, I'm coming. Here it is. À Montpellier, Philippe Stégère, professeur de mathématiques, a lancé une expérience originale avec des lycéens. L'école en poche. 2 milliards de personnes dans le monde, un être humain sur 3, dispose d'un téléphone portable. Plus ces appareils seront sophistiqués, plus on pourra y recevoir des textes, des sons, des images, où on veut, quand on veut, comme on veut. Le portable, coqueluche des jeunes, va ainsi se transformer en instrument universel de la propagation du savoir. L'ambition de Philippe Stégère est d'utiliser le mobile comme outil pédagogique. On a appelé ce service WAPEDUC l'école nomade, l'école en poche, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure avec nos élèves, ils se servent de ce téléphone constamment. Pour regarder l'heure, pour aller téléphoner évidemment, regarder un SMS, etc. Parce que j'ai regardé. N'importe où, on sort notre portable et on peut directement accéder aux cours. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps nos cahiers, nos livres sur nous, mais le portable, on l'a tout le temps, surtout notre génération, on a pratiquement tous un portable. Rien que pour voir l'heure, même si on a des montres, moi j'ai quand même le réflexe de regarder dans mon portable. Plein de choses, quoi. C'est plus attractif qu'un cahier, un livre ou quoi. Donc forcément, on est attiré déjà, on va voir. Et ensuite, ça donne plus envie d'aller voir sur le portable que d'aller ouvrir son cahier. Par exemple, en maths, c'est vrai que c'est pratique. On y va directement, on voit la formule, on sait où c'est, et c'est rapide, quoi. On a directement la formule.
C'est ça la mobilité, c'est réviser où je veux, quand j'ai une plage de temps disponible, en dehors du lycée et du collège. Je peux réviser chez moi si je n'ai pas Internet, bien sûr, mais je peux surtout réviser chez le médecin, je peux réviser en attente de quelqu'un, je peux réviser dans le bus, dans le tram, etc. Au début, il y a toujours l'enseignant avec le livre, qui reste la donnée de base. Il y a évidemment la possibilité de consulter ces interfaces de e-learning sur un ordinateur. Et puis, il y a ce petit engin qu'on a en poche, qui est l'école en poche, donc, et qui permet de parfaire un certain nombre de connaissances. Je le vois comme une cascade, si vous voulez. Vous avez dans cette version-là un écran « Écris-nous ». Et l'écran « Écris-nous », quand on écrit ici, on t'écoute, on te répond, ta classe, ton message et ton mail pour te répondre. Ça va directement sur ma boîte mail. Donc, je réponds à tous les messages. La totalité du savoir humain accessible à tout moment de n'importe quel point de la Terre. Et quand je dis la totalité du savoir humain, c'est pas seulement la totalité des livres, c'est aussi la totalité des musiques, des films, des photos, des musées, des tableaux. Autrement dit, le processus éducatif va tout d'un coup se trouver dans le cas de figure suivant. Un élève pourra, en 15 minutes, en savoir beaucoup plus que son professeur sur n'importe quel sujet. Alors vous vous rendez compte que c'est une révolution incroyable. Ça ne veut pas dire que ce savoir-là, qui sera purement quantitatif, qui sera un savoir d'accumulation, il ne faudra pas le confondre avec la culture. Il faudra évidemment, malgré tout, un processus de médiation, d'éducation, etc. Mais forcément, le système même d'éducation va s'en trouver chamboulé. Pour les pays du tiers-monde, c'est une chance et un espoir. En Afrique, où il fallait faire des kilomètres dans la brousse pour trouver un téléphone, le portable est un instrument miracle. Il relie les coins les plus reculés au reste du monde et sera très vite accessible à 300 millions de personnes. Dans les rues d'Abidjan, tous les Africains sont équipés d'un téléphone portable. On peut penser que cet engin qui serait autonome électriquement avec une possibilité de recharge à l'énergie solaire et des contenus téléchargeables pourrait être évidemment un terminal d'apprentissage. De là à commencer à penser une révolution totale sur le mode d'apprentissage, je ne sais pas, mais c'est une piste intéressante, incontestablement passionnante. À chaque fois que j'en parle à des Africains, en tout cas ça les intéresse. Et il faut bien savoir que très rapidement, je pense, le téléphone portable va se répandre comme il s'était répandu en Europe, parce que l'engin lui-même ne coûte rien. Vous êtes un jeune étudiant sénégalais sans le sou à Dakar. Eh bien, à Dakar, vous allez dans un cybercafé et pour le prix d'un Coca-Cola, vous pouvez visiter le musée du Louvre. Du début jusqu'à la fin. C'est prodigieux. Quand je pense qu'aujourd'hui, chaque mois, en France, à la bibliothèque, à la très grande bibliothèque nationale, la bibliothèque François Mitterrand, savez-vous que l'on numérise environ 3000 volumes par mois, c'est-à-dire 3000 volumes du fonds culturel français que l'on met à la disposition du monde. Vous croyez que j'ai envie de trouver ça catastrophique? Moi, je suis enthousiasmé par cela. Tremblement de terre dans la pub. Les investissements se déplacent à toute vitesse vers Internet. Les agences de e-marketing surfent sur cette vague de fonds mondiale. Tous les prospectus qui encombraient nos boîtes aux lettres vont disparaître. Les messages publicitaires seront envoyés directement sur nos ordinateurs ou nos téléphones portables. Là où il fallait 3 mois pour tester une campagne de publicité ou prévoir le succès d'un nouveau produit par les moyens classiques, il ne faut plus que 3 jours par Internet, voire seulement 2 heures. En plus, les économies sont considérables. Pas de frais d'impression, pas d'enveloppe, pas de timbre, pas de facteur. Par exemple, sur une voiture, eh bien, on envoie une publicité, on aimerait savoir quelle est la voiture que l'internaute préfère voir dans sa publicité. Eh bien, on fait un test, on envoie en parallèle ces 2 images. D'un côté, vous avez la voiture en gris, qui est de profil, et de l'autre, vous avez la voiture en noir, de face. Et donc, 2 heures après, on a su que c'était la publicité avec la voiture noire qu'il fallait envoyer à tout le monde. Cette agence, spécialiste du marketing par email, opère sans frontières. Des bureaux dans 13 pays, un personnel de toutes les nationalités, une moyenne d'âge de 30 ans. Et 200 millions d'adresses dans ces fichiers. On met 3 heures pour envoyer 5-6 millions de publicités. La publicité, c'est le pétrole des médias. Un carburant qui permet d'offrir aux internautes de nombreux services gratuits. Conséquence, la pub partout et tout le temps. On va choisir les gens à qui on envoie les publicités en fonction des éléments qu'on a dans la base de données. Donc, par exemple, si quelqu'un a fait une demande de cote d'occasion sur un véhicule,
Eh bien, c'est en général soit qu'il veut vendre la voiture qu'il a, soit qu'il veut acheter une voiture d'occasion de ce type-là. Donc on a exactement la voiture sur laquelle il a fait la demande de code d'occasion. Donc on sait bien que les gens achètent toujours un peu la même gamme de voitures, et donc on va lui proposer des voitures, on va lui envoyer de la publicité pour des voitures dans cette gamme-là. Ça va? Oui. Je t'appelais pour savoir si tu avais trouvé des tarifs pour le voyage. Oui, alors j'ai regardé un petit peu, je te dis, il y a pas mal d'offres pour Marrakech. Cela peut surprendre. Mais en France, 20 millions de personnes ont accepté de recevoir des offres commerciales par email. La loi fait obligation d'avoir leur accord. Si Rodolphe accepte de laisser son adresse email sur un site de voyage, il sera inondé de messages ciblés sur son profil bien identifié de jeune homme urbain, célibataire et passionné de nouvelles technologies et de voyages. 276 €. Ah oui. Moins cher. Pour les publicitaires, entrer le plus loin possible dans l'intimité des consommateurs, c'est une question de vie ou de mort. Et comme ces consommateurs sont de plus en plus mobiles et nomades, versatiles et individualistes, le téléphone portable est certainement le meilleur moyen de les atteindre. Les publicités sont envoyées par email et par SMS. Les médias se complètent assez bien. Quand on a son portable sur soi, c'est plus pratique pour aller dans un magasin physique d'avoir l'offre sur son téléphone que d'avoir une offre à imprimer sur un papier via email. Le téléphone est quelque chose qui est bien apprécié parce que ça utilise un temps mort des gens. Les taux de lecture de ces publicités sont supérieurs à 90%. Donc quand on la reçoit, on la lit vraiment. On a même des campagnes de publicité qui sont faites sur des créneaux de 2 heures. La campagne n'est valable que 2 heures parce qu'elle est par exemple géolocalisée autour d'un magasin. Et donc ne reçoivent la publicité que les gens qui sont autour du magasin au moment où l'offre est valable pendant les 2 heures. Et on lui dit, bien voilà, donc c'est sur les mobiles évidemment, puisque là il faut le recevoir sur soi. Voilà le magasin. Entre 12h et 14h, vous avez 20% de réduction sur telle gamme. Et les gens en profitent puisqu'ils sont à côté du magasin. Donc là, en l'occurrence, le client est sur Tours. Donc on affiche la carte de Tours en détail et on va sélectionner uniquement les zones qui sont autour de Tours pour envoyer un email uniquement à ces gens. Le téléphone portable est un outil de liberté, mais en même temps, il permet de savoir où vous êtes. Donc, grâce au téléphone, vous êtes libre d'être où vous voulez, mais en même temps, tout le monde peut savoir où vous êtes a posteriori. Et c'est cela qui est très ironique et très intéressant dans l'évolution actuelle, c'est que toutes ces technologies ont été inventées au nom de la liberté et sont des instruments de dictature, puisqu'elles sont des instruments de surveillance. On peut identifier tout utilisateur d'un ordinateur par le numéro matricule de son appareil et tout détenteur d'un téléphone portable par sa puce électronique. On peut savoir où il est, s'il est connecté et avec qui, et quelles images il a regardées. Tout reste gravé sur son disque dur. On trouve tout sur Internet, et chacun peut s'y exprimer librement. Mais c'est aussi le lieu de toutes les rumeurs ou fausses nouvelles que des esprits mal intentionnés cherchent à diffuser. Vérifier le sérieux de ce qui s'écrit ou se montre sur ces journaux personnels qu'on appelle les blogs est impossible. Il s'en crée un toutes les 4 secondes dans le monde. Sur la toile et dans le cybermonde, il n'y a plus de différence très marquée entre la vérité et le mensonge. Les deux sont mis sur le même plan. Vous tapez sur un moteur de recherche et vous allez sur un site qui vous garantit que ce site est tenu par des gens responsables, etc. Autrement dit, il y a une sorte de déferlement d'informations qui mêle comme jamais dans l'histoire de l'information des hommes, qui mêle le mensonge et la vérité, le vrai et le faux, et bien malin, qui peut faire la différence? Autrement dit, on voit naître des bobards, des rumeurs sur Internet qui se révèlent évidemment fausses, mais qui sur le moment, jouent un rôle important, et peuvent même jouer un rôle stratégique et militaire. Regardez comme on a vu ça au moment de l'affaire irakienne, regardez pour qui s'intéresse à la géopolitique, comme Internet a fourni aux protagonistes des outils de manipulation mentale incroyables.
Nous savons tous, nous qui écrivons des livres ou qui faisons des articles, nous savons tous que nous avons des sites qui nous concernent sur Internet, qui sont souvent d'ailleurs remplis de mensonges, mais allez les enlever. Vous ne pouvez pas, ils sont là. C'est-à-dire, c'est terrifiant. Non seulement ils sont là, mais comme les gens les consultent, ils sont recopiés. Et ça peut durer des siècles. Autrement dit, c'est en effet quelque part un peu glaçant. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde se servent d'Internet. À portée de clics de ces internautes, des millions de sites sans frontières géographiques. On y échange des idées, des photos, des vidéos, pour le simple plaisir de la découverte. Parfois aussi, malheureusement, au bénéfice du crime organisé et des réseaux mafieux ou pédophiles. Comment mettre de l'ordre dans ce maquis foisonnant où tout est possible, le meilleur comme le pire? À partir du moment où nous sommes dans un univers mondialisé, sans règles, tout est possible. Depuis la diffamation, on peut écrire sur Internet que vous avez tué votre grand-mère et il faudra très longtemps avant de prouver le contraire, parce que une fois que c'est dit, c'est dit. On peut même inventer des faux échanges d'emails entre vous et votre soi-disant amour pédophile. Donc la diffamation va être de plus en plus générale et donc ça plaide de plus en plus pour la mise en place d'organes de régulation planétaire. Donc un tribunal planétaire. La diffamation sur Internet va être un des grands enjeux des années qui viennent. Une police de l'Internet commence à s'organiser. En France, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ne cesse de réclamer des moyens financiers supplémentaires pour renforcer ses pouvoirs de contrôle. Et les particuliers, conseillés ou appuyés par des agences privées, interviennent de plus en plus auprès des tribunaux. Mais les sites malveillants ou criminels ignorent les frontières et les États. Alors, comment les identifier parmi les milliards de connexions quotidiennes? Nous n'avons pas encore été capables d'installer sur ce 6e continent l'état de droit. Parce que pourquoi? Parce que pour qu'il y ait état de droit, il faut qu'il y ait un espace délimité. Comment voulez-vous faire respecter une règle de droit dans un espace qui est nulle part? Comment voulez-vous, par exemple, interdire, au nom de la morale minimale, que sur Internet, on montre des décapitations d'otages par des terroristes? Comment interdire cela? On ne peut pas parce que c'est insaisissable. Ça peut être introduit sur Internet de n'importe quel endroit du monde. Autrement dit, le droit ne parvient pas à saisir ces choses-là. Il va falloir, donc, comme nous devrons inventer une pensée, il va falloir que nous inventions un droit. Vérité, mensonge, réalité, irréalité. De la simple navigation à caractère utile ou divertissant, l'internaute passe souvent à un autre univers, celui des jeux vidéo. On peut y jouer seul ou à plusieurs, caché derrière une identité d'emprunt et dans un monde que l'on crée selon son imagination. Il faut faire des arbres, il faut faire des décorations, il faut faire des maisons, il faut fabriquer des personnages, il faut mettre des pierres, il faut mettre des plantes, il faut mettre des bateaux, des animaux. Le fait de rentrer dans un monde virtuel, ça met de côté tous les soucis éventuels et tout ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. On change de peau en fait. On se revêtit une peau d'un autre personnage. Et on a pris le choix de les laisser jouer avec ce type de jeu. Qu'ils fassent bien la différence entre le fait que c'est des jeux virtuels, que ce que l'on peut y faire, c'est pas les choses que l'on peut faire aussi dans la réalité. Donc que chaque chose reste bien à sa place. Selon les psychanalystes, ce besoin de se transporter mentalement dans un autre univers est constitutif de la nature humaine et de son besoin de création. Certains sites proposent de créer son avatar, cet autre nous-mêmes, virtuel, conçu à l'image de nos rêves. Mais certains accros du jeu, aspirés dans les univers qu'ils ont inventés, courent le risque de s'abstraire du monde réel pour se réfugier dans le monde virtuel. Second Life n'est pas un jeu, c'est un monde collaboratif virtuel. C'est-à-dire une communauté de 5 millions de personnes représentées par les personnages fictifs qu'elles ont inventés. On peut y vivre une seconde vie, par procuration, et évoluer dans un monde en 3 dimensions qui n'existe que dans le cyberespace et où chacun peut inventer sa part de bonheur.
D'abord, il faut comprendre pourquoi le virtuel devient très important. Il devient très important parce que justement l'homme est nomade, qu'il a besoin de voyager, et que toutes les terres sont découvertes, et qu'on s'est rendu compte que la conquête de l'espace n'était pas si facile. Donc, comme l'homme n'accepte pas la prison de la Terre et qu'il n'a pas de possibilité d'y échapper, il a inventé l'espace virtuel. Se rêver grand et blond quand on est petit et gros, se transformer en femme quand on est né homme, voler, être un géant tout-puissant, chacun depuis l'enfance désire tenter un jour ou l'autre l'expérience d'être autre, d'être ailleurs. Il y aura un passage, puisque l'univers virtuel va être comme un continent nouveau, donc il y aura une économie nouvelle sur le virtuel qui communiquera avec le réel, avec d'ailleurs une monnaie, elle existe déjà sur Second Life, qui sera une monnaie convertible, comme c'est déjà le cas entre le linden et le dollar. Et toute la question est de savoir si l'univers virtuel va prendre de l'énergie à l'univers réel. Ce n'est pas avec des billets de Monopoly que Rodolphe achète les vêtements et les accessoires pour habiller son double. Quand son avatar va s'amuser dans une boîte de nuit virtuelle, écouter un nouveau groupe de rock, il paye avec une monnaie spéciale, les linden. C'est de l'argent fictif, mais acheté par Rodolphe, avec de l'argent bien réel celui-là. En dollars, en euros, avec sa carte de crédit. Dans cette seconde vie, on peut se ruiner ou faire fortune, comme dans le vrai monde. Il y a ceux qui achètent des mètres carrés virtuels pour y bâtir des immeubles, y louer des boutiques, ceux qui utilisent ces espaces comme vitrines pour toutes sortes de produits de grande consommation. On voit même s'y installer des partis politiques. On n'est plus dans le rêve. Le commerce sur Second Life rapporte chaque mois l'équivalent de 5 millions d'euros. On voit d'abord l'univers virtuel aider au développement de l'économie réelle, puis on verra progressivement l'univers virtuel prendre le pouvoir. Et on peut parfaitement imaginer que la puissance dominante qui dominera le monde après l'Amérique, l'empire dominant, ne sera ni la Chine ni l'Inde, mais l'empire virtuel qui peut parfaitement, dans 20 ou 30 ans, être assez puissant pour prendre le pouvoir sur le reste du monde. Cet univers virtuel va à la fois être un obstacle à la vie réelle, les gens qui vivront dans le virtuel ne vivront plus dans le réel, ne s'occuperont plus des gens réels parce qu'ils auront trouvé une sorte d'utopie virtuelle, et en même temps va être une sorte d'accaparateur d'énergie où les gens iront créer dans l'univers virtuel les médicaments, les maisons, les palais, les ponts qui seraient tellement nécessaires dans le monde réel. Je ne crois pas qu'il faille avoir peur face à cet univers qui nous semble impensable. Moi, je ne crois pas qu'il soit impensable. Je crois qu'il est simplement impensé. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore eu le temps de le penser. Mais ça ne veut pas dire que nous n'y arriverons pas. Et pourquoi nous n'avons pas eu le temps de penser cet univers fantastique et fantasmagorique, on peut dire, c'est parce que les changements ont été plus vite que la pensée. Et que nous n'avons pas eu le temps de forger les concepts philosophiques pour penser la réalité virtuelle. Je vous prends un exemple tout simple. Le concept de temps et le concept de lieu. Quand vous êtes sur la toile, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah ben, c'est difficile à répondre. Vous êtes dans un serveur, vous pouvez changer. Vous êtes dans un lieu qui n'est pas définissable. Mais qu'est-ce que c'est que dans la pensée qu'un lieu qui n'est pas définissable? Ça, à la limite, ça nous approche plutôt de la théologie. On a l'impression de dire, mais je suis dans les cieux. En tout cas, nous n'avons pas les concepts philosophiques, pour le moment, qui nous permettraient de penser de manière claire et opérationnelle ces choses-là. Quand je suis spectateur d'un match de football, je peux être optimiste ou pessimiste pour mon équipe. Je peux dire, je crains qu'elle perde. Mais quand je suis joueur de l'équipe, j'ai aucun intérêt. La question d'être optimiste ou pessimiste ne se pose pas. Si je suis joueur, je suis ni optimiste ni pessimiste, je joue. Je cherche à comprendre mes forces, mes faiblesses, les forces de l'adversaire, les faiblesses de l'adversaire, et je joue. Je joue le mieux possible. Donc, se poser la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste, c'est accepter que nous ne sommes que des spectateurs de notre histoire. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des joueurs. Et le match n'est pas perdu. Sommes-nous prêts pour ce grand saut dans l'avenir? Les outils sont là. Avant 2010, les téléphones portables équiperont 2 terriens sur 3. C'est dans nos têtes qu'il faut se préparer.
pour être des citoyens sans frontières, sans pour autant devenir des citoyens sans repères.